Ah, d'accord. Ok. Ah, ok, d'accord.
Docteur, on commence. Oui, on commence, oui. Normalement, c'est l'heure. D'accord. Voilà, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. On commence la conférence. La conférence d'aujourd'hui, elle concerne la maladie ulcéreuse gastro-duodénale. Donc, vous voyez que les deux parties dans le cours, la maladie ulcéreuse d'origine gastrique et la maladie ulcéreuse d'origine duodénale. Donc, il y a la partie gastrique, ça veut dire l'estomac, et la partie duodénale, ça veut dire la première portion intestinale, ce qu'on appelle le bulbe. Voici l'estomac, voici le bulbe. Donc, on va différencier deux parties de cours. On va commencer par l'introduction. C'est quoi l'ulcère? L'ulcère peptique pour les anglo-saxons, ou la maladie du Krivili pour les Français, c'est une maladie chronique, bénigne, multifactorielle, évoluant spontanément par poussée et émaillée par des complications. On va voir les complications, parce que le cours, il y a des complications à la fin, qui est caractérisée par la présence d'une perte de substance amputant la muqueuse musculeuse qui transforme en bloc sur scléreux. Épidémiologie, donc on va voir la prévalence. On voit que la maladie ulcéreuse se voit dans 10% de la population mondiale, plus fréquente pour l'ulcère duodénal, donc 8% pour l'ulcère duodénal et 2% pour l'ulcère gastrique. L'ulcère duodénal, donc, est 3 à 4 fois plus fréquente par rapport à l'ulcère gastrique. La mortalité est de 1% pour l'ulcère duodénal et 2,5% pour l'ulcère gastrique. Pour l'incidence, elle varie selon les types de l'ulcère, qu'il s'agit gastrique ou duodénal. L'âge, on voit que l'ulcère duodénal est plus fréquente pour les sujets jeunes, avec un pic de fréquence entre 40 et 50 ans. Pour l'ulcère gastrique, on voit beaucoup plus de sujets âgés, donc 55 ans à 65 ans. Pour le sexe, donc on voit que l'ulcère gastrique pour l'ulcère gastrique est plus fréquente pour l'homme, 2 fois pour homme pour une femme. Par contre, pour l'ulcère duodénal, il est 4 fois plus fréquente pour l'homme que la femme, avec un taux varie en fonction de la prévalence de l'HP et l'usage des anti-inflammatoires non stéroïdiens et les antisécrétoires. Pour la physiopathe, pour comprendre la physiopathe de l'ulcère, qu'il soit d'origine gastrique ou duodénale, il faut savoir qu'il y a un mécanisme entre les facteurs de défense et les facteurs d'agression. Pour avoir un ulcère, il faut avoir un déséquilibre. On voit ici, il faut avoir un déséquilibre entre les facteurs d'agression et les facteurs de défense. Les facteurs d'agression qu'on le sait, à savoir la sécrétion acide, la sécrétion de la gastrine, la histamine, l'hypoxie, la vidange gastrique. Les facteurs de défense, qui soient le carbonate, le mucus, l'épithélium de surface, la prostaglandine et la vascularisation gastrique. Donc, si on a un déséquilibre entre les facteurs d'agression et les facteurs de défense, on peut avoir l'apparition d'ulcères. Quels sont les facteurs d'agression? Pour avoir une maladie ulcéreuse duodénale, donc on doit avoir une hypersécrétion gastrique acide. Quelles sont les causes de l'hypersécrétion gastrique? Parmi les causes, on a l'augmentation de la masse des cellules pariétales des ulcères duodénales. Elle est 2 fois plus fréquente par rapport aux sujets normaux, qui peut être d'origine, bien sûr, génétique, ou le tabac, ou en rapport avec l'hypergastrinémie. D'origine, généralement, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Zolliger-Ellison ou le gastrinome. L'hypersensibilité de cellules pariétales des ulcères duodénales à la gastrine, également l'augmentation de la sécrétion gastrique acide, nocturne et interdigestive. Donc, tout ça peut entraîner une hypersécrétion acide qui peut causer un déséquilibre entre les facteurs d'agression et les facteurs de défense. Le deuxième facteur d'agression, la sécrétion peptique. Les sécrétions peptiques sécrétées par les cellules principales. Le début de la sécrétion peptique est d'augmenter dans l'ulcère en poussée et normal lors de la rémission. Les troubles de la motricité, on sait que l'estomac est doué de motricité d'origine, bien sûr, ventrale. Une accélération de la vidange gastrique avec ralentissement de la vidange duodénale semble caractériser la plupart des ulcères duodénales.
Les radicaux libres oxygénés, comme quatrième facteur, les globules blancs et les macrophages tissulaires lors de la phase aiguë, dans la maladie ulcéreuse gastro-œsophagéenne, sécrètent ce qu'on appelle les radicaux libres oxygénés, qui entraînent la peroxydation des lipides avec une mort cellulaire. Les anomalies de la défense de la réparation. Dans la maladie ulcéreuse, la mise en évidence des anomalies structurales et des altérations fonctionnelles des muqueuses entraîne une hyperperméabilité des ions de H+. Une sécrétion bicarbonatée basale et en réponse à l'acide et aux prostaglandines diminue dans la maladie ulcéreuse d'origine gastrique. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, avec diminution du flux sanguin, le tabac et l'hypersécrétion acide inhibent la réplication des zones de prolifération cellulaire. Dans la maladie ulcéreuse gastrique, les éléments d'agression impliqués dans l'ulcère duodénal sont les mêmes que l'ulcère gastrique. Dans l'ulcère gastrique, on incrimine surtout le rôle d'anomalie de la réparation et de défense. À l'inverse de la maladie ulcéreuse, on trouve c'est les facteurs d'agression qui sont incriminés. Maintenant, on va voir l'hélicobacter, le rôle de l'infection de l'hélicobacter dans l'ulcère gastro-duodénal. C'est quoi l'hélicobacter pylori? C'est une bacille gram-négative, spiralée, flagellée, ayant la capacité de coloniser l'épithélium de surface de la muqueuse gastrique. Son rôle pathogène direct, décrit la première fois par Varenne et Marshall en 1983, dont le seul réservoir connu, c'est l'estomac. Donc, il est localisé sur tout l'estomac. La transmission interhumaine orale ou orofécale et la prévalence de l'infection par l'hélicobacter dépend de l'âge et du pays d'origine. Dans le pays développés, on le trouve dans 30 à 50%. Par contre, les pays en voie de développement, on voit en enfance et dans 80%. Donc, l'infection, elle est très fréquente dans les pays en voie de développement. Qu'est-ce qui fait l'HP? Donc, l'infection se traduit par une gastrite, donc il entraîne une gastrite aiguë, évoluant vers la chronicité dans la majorité des cas qui peut se compliquer d'un ulcère gastrique ou d'un ulcère duodénal. Les autres complications les plus rares sont l'adénocarcinome gastrique et le lymphome. Donc, une infection à l'HP va entraîner une atrophie aiguë, donc une gastrite aiguë, qui va devenir chronique avec le temps, qui va entraîner à la longue une ulcère. L'atrophie gastrique qui peut entraîner une dysplasie avec une apparition à long terme d'un cancer. Donc, l'infection AHP est un précurseur de lésions précancéreuses. Quels sont les mécanismes de la colonisation? Donc, après comptage par le virus, qui va coloniser la muqueuse gastrique et altère le mécanisme de défense de la muqueuse gastrique grâce à son activité uréasique. L'uréase, qu'est-ce qu'il fait? Qui est indispensable à la colonisation bactérienne. Il permet la production d'ammoniac à partir de H+, qui va maintenir le pH au-dessus de 4. Donc, il va maintenir un pH alcalin. L'ammoniac inhibe le renouvellement cellulaire et altère la phase de réparation avec une cytoprotection gastrique. Donc, l'HP va intervenir à l'ulcérogénèse par deux mécanismes. Le premier mécanisme direct, faisant intervenir les propriétés cytotoxiques de la bactérie et son effet promoteur sur les médiateurs de l'inflammation. Soit il peut intervenir de manière indirecte dans la maladie ulcéreuse duodénale par l'hypersécrétion gastrique acide. Celle-ci favorise le remplacement de l'épithélium intestinal de la muqueuse duodénale par un épithélium du type gastrique. La colonisation de celui-ci par l'HP entraîne une cascade de l'inflammation, des érosions, puis l'apparition d'un ulcère. Donc, on voit que l'HP intervient de manière de mécanismes, soit direct, soit indirect. L'ulcère gastro-duodénal lié aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les ANS sélectifs qui inhibent le COX-2 en préservant le COX-1 et réduisent le risque de complications ulcéreuses sans toutefois le supprimer. L'aspirine, administrée à faible dose, à visée anti-agrégante, conserve un potentiel ulcérogène et expose au risque de complications hémorragiques. L'ulcère gastro-duodénal non lié aux ANS
ou à l'Helicobacter pylori, donc les autres causes de l'ulcère. Il affecte les sujets atteints de morbidité lourde, notamment cardiovasculaire, rénale, hépatique, pancréatique. Ils sont liés à une altération des mécanismes de défense de la muqueuse gastro-duodénale. Ces ulcères sont différents des ulcères de stress qui surviennent chez les malades hospitalisés en réanimation ayant une ou plusieurs défaillances viscérales. L'ulcère gastro-duodénal lié au syndrome d'Ehlers-Danlos, ce qu'on appelle le gastrinome, il est exceptionnel, il est lié à l'hypersécrétion acide induite par une sécrétion thymoral de la gastrine, ce qu'on appelle le gastrinome, ce qu'on appelle la sécrétion gastrique par le cellule G, qui se trouve généralement au niveau de la région antrale. Les autres facteurs qui peuvent intervenir, on a les facteurs génétiques. Les facteurs génétiques jouent un rôle probablement dans la maladie ulcéreuse. La prévalence de développer un ulcère chez les parents de premier degré est environ 3 fois plus élevée que la population générale. Ainsi, 20 à 50% des patients ayant une ulcère duodénale ont une antécédent familial d'ulcère. Le tabac, les fumeurs sont environ 2 fois plus susceptibles de développer un ulcère que les non-fumeurs. Une forte corrélation positive entre le tabac et l'incidence de la maladie ulcéreuse, la mortalité, les complications, les récidives et le retard dans les taux de guérison. Le stress, les patients atteints d'ulcères présentent généralement le même aspect psychologique que la population générale, donc l'alcool et le régime alimentaire. Les études épidémiologiques n'ont pas réussi à montrer une corrélation entre le caféine et le café décaféiné, le Coca-Cola, la bière et un risque accru de la maladie ulcéreuse. En revanche, une modification de l'alimentation chez les patients ayant un ulcère n'est pas nécessaire. On passe à la pâte, donc sur le plan macroscopique, pour différencier déjà d'une ulcère chronique et d'une ulcère aiguë. L'ulcère chronique se différencie de l'ulcère aiguë. Donc, l'ulcère chronique, c'est une perte de substance de taille variable, de forme arrondie ou ovalaire, avec un fond recouvert d'une fausse membrane jaunâtre, dont le siège au niveau de l'estomac, surtout au niveau de la petite courbure, dans 25%, la région antrale dans 50%. Dans le duodénum, il est pratiquement toujours dans le bulbe. Donc, la première portion duodénale, qu'on appelle le bulbe, est le plus souvent le siège le plus fréquent. Il est souvent unique. Dans l'ulcère aigu, il est secondaire à la prise des anti-inflammatoires, surtout les salicylés, et les lésions sont souvent multiples et fugaces. Fugaces, ça veut dire qu'ils disparaissent rapidement. Sur le plan microscopique, pour l'ulcère chronique, c'est une perte de substance détruisant la muqueuse, la sous-muqueuse jusqu'à la musculeuse. Donc, toutes les couches de la paroi sont touchées. Le fond de l'ulcère est occupé du tissu conjonctif avec un infiltrant inflammatoire après plusieurs poussées, un processus de sclérose dont un gagné vers la profondeur atteignant la cirrhose. Dans l'ulcère aigu, la perte de substance se limite à la muqueuse et la sous-muqueuse maximum. Il peut traverser la musculeuse et perforer la cirrhose, mais il n'y a pas de fibrose. À la différence entre l'ulcère chronique, qui en a la processus sclérose ou la fibrose. Donc, la différence est dans l'ulcère aigu, on ne trouve pas de fibrose. Si on trouve des fibroses, ça veut dire que c'est chronique. Pour le tableau clinique, quand est-ce qu'on peut penser à une maladie ulcéreuse? On va, comme type de description, on va traiter la maladie ulcéreuse duodénale dans sa forme typique et non compliquée. La sémiologie clinique, bon, elle est d'âme, quelle que soit la localisation duodénale. On a le premier syndrome douloureux typique. Donc, le siège, il est épigastrique dans 50%, ou au niveau de l'hypocondre droit. Mais cette douleur, elle est chronique, donc elle est rythmée par les repas, donc elle survient après les repas, périodique, donc il y a la périodicité, ça veut dire qu'elle survient plusieurs fois par an, donc elle est périodique, et calmée par l'ingestion alimentaire. Je répète, donc syndrome douloureux typique, le siège, il est épigastrique, chronique, rythmique et périodique, et calmé par l'ingestion alimentaire. C'est ça la douleur typique de maladie ulcéreuse. Les formes atypiques, aucune spécificité. On peut avoir des vomissements, on peut avoir une syndrome dyspeptique, une hyperalgique, parfois asymptomatique, surtout le sujet âgé. Parfois, on trouve directement des complications, qu'il soit une sténose ou une perforation ou une hémorragie.
Les signes généraux sont absents. Parfois, on trouve simple anorexie. Les signes physiques sont absents. Donc, là, si on examine le malade, on ne trouve aucun signe. Parfois, on trouve simple sensibilité épigastrique. Si on trouve une défense ou contracture, ça veut dire que c'est une complication de la maladie ulcéreuse. Ce n'est pas une maladie ulcéreuse, mais une complication de la maladie ulcéreuse. À la clinique, qu'est-ce qu'on fait? On fait une fibroscopie gastro-duodénale pour confirmer, puisque la clinique, c'est les typiques, on doit confirmer. C'est l'examen clé de première attention. Il est simple, facile, rapide, sensible et spécifique. On peut faire des biopsies, surtout pour la recherche de l'Helicobacter pylori, ce qu'on appelle le bacille gram négatif, qui colonise l'estomac. On doit le chercher par la biopsie. La fibroscopie, elle permet de préciser la topographie de l'ulcère, qui peut être gastrique, duodénal, antral, pylorique. Donc, on doit préciser la topographie de ce ulcère. Le nombre, est-ce qu'il est unique, multiple? L'aspect macroscopique, la taille, les signes associés, les signes de cicatrisation, qui sont généralement signes déprimés, convergence des plis, ligne blanchâtre, rétractile, déformant le bulbe. Parfois, on trouve un pseudo-diverticule. Tout ça, c'est la forme de cicatrisation d'un ulcère. Si on trouve un ulcère géant et multiple, on peut penser au syndrome de Zolliker-Ellison, on peut penser à l'adénocarcinome, on peut penser à un lymphome malin non-Hodgkinien. Les critères de bénignité ou malignité, quel que soit, on doit faire des biopsies pour éliminer, s'agit-il d'un ulcère maligne ou bénigne. Voici les différents aspects macroscopiques, endoscopiques. Ce qui est blanchâtre ici, c'est un ulcère géant. Même ici. On trouve deuxième ici. Tout ça, c'est des ulcérations blanchâtres ou jaunâtres avec un fond propre. Ça veut dire que c'est un ulcère bénin. Si on trouve qu'il est illimité, irrégulier, on peut penser à un ulcère d'origine maligne. Généralement, l'ulcère duodénal, il est bénin. Par contre, l'ulcère gastrique, il est toujours bénin, mais il peut devenir malin. Donc, l'ulcère gastrique comporte toujours la malignité que la bénignité. C'est pour ça qu'on doit faire toujours des biopsies pour l'ulcère gastrique. À l'inverse que l'ulcère duodénal est généralement bénin. Le deuxième examen paraclinique, c'est le DOGT, le transit oso-gastro-duodénal. C'est un examen radiologique. On demande au malade qui prend la barite et on fait des clichés comme des clichés standards. On ne fait plus maintenant le DOGT, sauf pour les formes compliquées, surtout si on suspecte une sténose duodénale ou gastrique. L'histoire naturelle de la maladie ulcéreuse, on divise en deux, dans l'ulcère duodénal. Après cicatrisation et son traitement, il peut récidiver dans 75% dans l'année. Donc, c'est une maladie qui est périodique, qui peut récidiver, surtout en absence de traitement. Quels sont les facteurs de risque de récidive? Surtout le stress, la présence de l'HP et le Helicobacter pylori, le tabac, bien sûr, si le personne est toujours fumeur, et les symptômes de complications. Ça veut dire si le malade il a fait une hémorragie, si le malade il a fait une sténose, donc il y a toujours le risque. Dans 20%, il peut donner une hémorragie sénérante. 10%, il peut sténoser. Donc, il peut avoir une sténose. Et 7%, il peut perforer. Pour l'ulcère gastrique, il récidive moins, dans 50 à 70%, dans 1 à 2 ans. Donc, c'est une maladie périodique qui peut récidiver. En général, en absence de traitement, la poussée ulcéreuse dure quelques jours, cicatrisation spontanée en 4 semaines, dans 10 à 75%, avec un nombre de récidives dans 2 par an. Donc, c'est une maladie qui peut récidiver. Donc, c'est pour ça qu'on parle de maladie périodique. L'évolution endoscopique, elle est active. Réparation incomplète, puis réparation complète. L'aspect de cicatrisation, c'est une cicatrisation souvent en étoile. Donc, on trouve une image en étoile. C'est la forme de cicatrisation. Mais après plusieurs épisodes ulcéreux, il peut donner un bulbe déformé. Le bulbe déformé qui peut donner une complication qui est la sténose bulbaire. Donc, c'est la maladie ulcéreuse compliquée. L'évolution sous traitement, disparition de la douleur, cicatrisation sous traitement après 4 semaines, avec un risque de récidive de 75%.
Les complications sont exceptionnelles sous traitement d'attaque. Pour différencier l'ulcère duodénal et l'ulcère gastrique, l'ulcère duodénal, c'est une persistance, plus ou moins sur un forme fibrine, couleur blanc jaunâtre. Le siège, généralement, c'est la face antérieure. La face postérieure, il expose aux complications hémorragiques. Pourquoi les complications hémorragiques? C'est anatomique, puisque la présence, vu la présence de la vascularisation au niveau de la région postérieure, pour le ce qu'on appelle le coronaire stomachique, qui peut, donc, s'il y a un ulcère à ce niveau, il y a le risque de toucher un artère qui peut compliquer. Généralement, l'hémorragie, elle est cataclysmique. C'est pour ça la complication ulcère postérieur, c'est une ulcère généralement qu'on doit l'opérer rapidement, parce qu'il y a risque de complications hémorragiques. Des fois, il peut être rond, dans 70%, irrégulier, dans 20%, linéaire, donc forme des lignes, 8%, forme de salamé, dans 2%. Forme de salamé, ça veut dire qu'il y a des points. On peut avoir plusieurs points sous forme de salamé. Les biopsies et contrôles ne sont pas indispensables, parce que généralement, l'ulcère duodénal, c'est un ulcère bénin. On ne fait pas de biopsie, sauf s'il y a des signes fonctionnels qui persistent, s'il y a des antécédents de complications, ou après traitement visé à éradiquer l'HP, donc on recherche s'il y a présence d'HP ou non, ou présence des facteurs de risque, surtout si le malade prend des anti-inflammatoires ou présence des tares, on doit faire des biopsies. Sinon, la biopsie n'est pas indiquée ni présence de contrôle endoscopique. Par contre, l'ulcère gastrique, généralement, il est bénin, surtout si la forme est régulière, si le est rond, ovale, un fond blanchâtre, des pores réguliers, des plis convergent réguliers, et la muqueuse avoisinante, elle est souple. On suspecte un ulcère malin si il est irrégulier, les bords et les fonds sont nodulaires et les plis sont épaisses, ou la épicée, avec orientation anarchique. Et la muqueuse avoisinante, elle est infiltrée et dure. Qu'il soit bénin ou malin, on doit faire des biopsies. Quel que soit le type d'ulcère, on doit faire des biopsies. Même l'aspect en faveur de bénignité, on doit faire 10 à 12 biopsies en faisant un cadran et on fait des biopsies, 2 biopsies chaque cadran avec contrôle de la cicatrisation après biopsie. L'ulcère malin peut cicatriser, même les malins, il peut cicatriser, c'est pour ça que les biopsies sont obligatoires. Si un ulcère, après traitement, il y a absence de cicatrisation ou augmentation de la taille ou modification de l'aspect, on doit faire des biopsies et on doit directement passer à la main à un chirurgien, puisque généralement c'est un ulcère malin. Et quel que soit l'aspect ou l'étude anapathe, on pense à un ulcère d'origine maligne. Donc on doit opérer le malade. Quelles sont les formes cliniques? On commence par les formes symptomatiques. Et il y a les formes asymptomatiques, donc un ulcère sans douleur. Donc on peut avoir un ulcère découvert fortuitement lors d'une fibroscopie. Et le malade n'a aucun symptôme, pas de douleur, pas de vomissement. Donc c'est la forme asymptomatique. Généralement, c'est l'apanage des diabétiques et du sujet sous anti-inflammatoire non stéroïdien. Il y a des formes hyperalgiques, simulant une urgence chirurgicale, qui peut donner un tableau d'une péritonite, un tableau d'une perforation d'ulcère. Donc, mais cliniquement, c'est une maladie ulcéreuse. C'est ce qu'on appelle les formes hyperalgiques. Les formes atypiques, c'est en fonction du caractère de la douleur. Les formes topographiques, donc c'est l'ulcère gastrique, la même chose pour l'ulcère duodénal, donc c'est la même clinique. Par contre, la fibroscopie, il peut affirmer et caractériser la maladie ulcéreuse gastrique, donc il peut éliminer une néoplasie ulcériforme, il peut contrôler la cicatrisation après traitement et pratiquer des biopsies stématiques. Et les caractéristiques de la maladie ulcéreuse gastrique, le siège généralement, il est au niveau de l'antre dans 50%, le corps dans 25%, le pylore dans 10% et le cardiaque de 5%. Les formes sont arrondies à pores blanchâtres, pores surélevés, irréguliers, des plis convergent jusqu'au port, ils s'effacent à l'insufflation et la muqueuse, elle est autour, elle est lisse et congestive. La taille, elle varie de quelques millimètres à plusieurs centimètres.
Les caractéristiques d'un ulcère malin, on suspecte un ulcère malin, si la taille est supérieure à 1 centimètre, si les bords sont irréguliers, si la muqueuse autour est pathologique. On doit faire des biopsies. Généralement, on fait 8 à 12 biopsies, par la pince à bien sûr, par le fibroscope, et on voit l'évolution par rapport à la maladie ulcéreuse duodénale. La cicatrisation est prolongée par rapport à l'ulcère, dans 75% à 2 mois, et les récidives sont moins fréquentes, avec un taux de complications sont les mêmes que la maladie ulcéreuse duodénale. Les formes selon le terrain, sujet âgé souvent asymptomatique, et pour l'enfant inférieur à 7 ans, surtout la maladie ulcéreuse gastro-duodénale type 2, souvent gastrique. Les formes compliquées, on va voir des complications à la fin du cours. Parmi les complications, on a les sténose ulcéreuse. Elle est exceptionnelle actuellement et complique l'ulcère surtout bulbaire et prépylorique avec une composante fibreuse et une composante inflammatoire. Donc, composante inflammatoire, c'est la sténose, elle est récente, et composante fibreuse, elle est ancienne. Donc, généralement, ici, le traitement est chirurgical. La sténose ulcéreuse est révélée par quoi? Par des vomissements postprandiaux ou vomissements postprandiaux, pardon, tardifs. Ce n'est pas des vomissements précoces, mais c'est des vomissements postprandiaux tardifs. Donc, ça survient 1 heure, 2 heures après le repas. Le diagnostic de sténose est posé par l'endoscopie, éventuellement complété par un TOGT, ce qu'on a parlé tout à l'heure, de transit oso-gastro-duodénal. Des biopsies sont nécessaires pour éliminer, bien sûr, une sténose d'origine néoplasique, un cancer ou un lymphome, et le traitement, quel que soit par dilatation, par des ballonnées ou par la chirurgie. La perforation, c'est la deuxième complication de la maladie ulcéreuse. C'est une complication moins fréquente par rapport à l'hémorragie. Elle est favorisée surtout par la prise des anti-inflammatoires. Il peut s'agir d'une perforation dans le péritoine libre, caractérisée par une douleur épigastrique intense, en coup de poignard, depuis brutalement. L'examen clinique retrouve une contracture d'abord épigastrique, puis elle devient diffuse, généralisée. La disparition de la matité préhépatique et le cul du sac de Douglas qui devient douloureux au toucher rectal. Le diagnostic est confirmé par la présence d'un pneumopéritoine sur l'ASP, ce qu'on appelle la radiographie de l'abdomen sans préparation, l'ASP, ou parfois vu seulement par le scanner abdominal, avec une réaction inflammatoire de la région antropylorique bulbaire. La perforation est une urgence chirurgicale, donc on doit opérer le malade rapidement. Donc, on peut intervenir chirurgicalement. Dans certains cas, la perforation se fait en contact d'un organe de voisinage, notamment le pancréas, réalisant un ulcère perforé bouché, avec comme caractéristique une régression de la douleur initiale. Donc, le malade n'a pas de douleur, il n'y a pas de pneumopéritoine à l'aspect. Par contre, il y a la présence d'un rétropneumopéritoine visible au mieux en scanner. On trouve un rétropneumopéritoine sur le scanner et une évolution possible vers la formation d'un abcès. Donc, on peut trouver un abcès profond en scanner. Le diagnostic, la maladie ulcéreuse, comment on pose le diagnostic? Donc, elle est évoquée par la clinique et confirmée par l'endoscopie. Pour la maladie ulcéreuse gastrique, elle est évoquée par la clinique et confirmée par l'endoscopie et l'histologie, surtout la présence de la douleur épigastrique. Et devant l'endoscopie, s'il est aigu, on trouve des lésions aiguës aux anti-inflammatoires, c'est les chroniques. Pour la diagnostic différentielle, c'est la tuberculose, la syphilis, la sarcoïdose, la maladie de Crohn, le syndrome de Zilliker-Ellison, la néoplasie. Tout ça, c'est les diagnostics différenciants entre l'ulcère chronique et l'ulcère chronique d'origine peptique et l'ulcère chronique d'origine infectieuse, comme la tuberculose, la syphilis, ou néoplasie, ou inflammatoire comme le Crohn, ou néoplasique. C'est ça pour les diagnostics de la maladie ulcéreuse. On passe à la troisième complication de l'hémorragie digestive, l'hémorragie. Il s'agit d'une complication la plus fréquente de l'ulcère gastro-duodénal, qui peut parfois être inaugurale, ça veut dire qu'elle peut survenir sans avoir une histoire, sans avoir l'histoire de maladie ulcéreuse, donc elle est inaugurale. L'hémorragie, elle découvre l'ulcère.
Donc, elle représente 30 à 40% des hémorragies digestives hautes. Les facteurs de gravité existent sans à prendre en considération surtout la prise des anti-inflammatoires, des anti-agrégants, des anticoagulants. Les antécédents d'un ulcère gastro-duodénal compliqués ou non compliqués à un âge supérieur à 65 ans. Et l'ulcère peut entraîner une hémorragie non extériorisée qui est alors à l'origine d'une anémie par un déficit en fer et réalisant une anémie microcytaire. Bon, si l'hémorragie elle est extériorisée, bon, le diagnostic est facile. Bon, on fait la fibroscopie. Pour l'anémie, des fois, on peut passer à côté d'une hémorragie. Le diagnostic sera posé suite à le malade développe une anémie chronique et qu'il y a un saignement occulte qui peut découvrir la maladie ulcéreuse. L'hémorragie donc peut être réduite sous la forme d'une hématémèse avec du sang rouge vif ou des mélénas, ça veut dire du sang digéré, très malodorant qui apparaît dans les selles, ce sont des selles noirâtres, avec des signes cliniques de l'hypovolémie, avec une tension basse, associée à une tachycardie et un malaise. La mortalité est d'environ 10%. La prise en charge initiale de l'hémorragie, donc la mise en place d'une sonde nasogastrique, n'est pas recommandée en routine, mais elle peut être envisagée pour confirmer l'origine digestive, surtout s'il y a un doute. On doit transfuser le malade, surtout si la hémoglobine inférieure à 7 grammes par décilitre, pour avoir au moins une hémoglobine entre 7 et 9. On doit donner les inhibiteurs à pompe à proton par voie intraveineuse selon le schéma classique 80 mg en bolus, suivi d'une perfusion ADP constante de 8 mg par heure pendant les 72 heures premières heures, parce que c'est la période pour laquelle se produisent 80% des récidives hémorragiques. On peut utiliser l'ithromycine intraveineuse, c'est pour la vidange. Donc, une ampoule de 30 minutes avant l'endoscopie permet d'améliorer la visualisation de la cavité gastrique. C'est ça, généralement, on le fait dans l'endoscopie. La fibroscopie doit être faite dans les premières 24 heures après la correction de choc, hypovolémique. Et donc l'endoscopie permet de confirmer l'origine ulcéreuse de l'hémorragie et réaliser les gestes d'hémostase endoscopique. Quels sont les gestes d'hémostase endoscopique qu'on peut faire? On peut donner l'injection adrénaline qui va permettre une vasoconstriction, une stimulation de l'agrégation plaquettaire, soit faire une électrocoagulation par le plasma argan, soit la mise en place d'un clip sur le vaisseau qui saigne. Donc, tout ça, c'est des gestes d'endoscopie d'urgence qu'on peut faire par endoscopie en attendant la chirurgie, si on malade passer la main à la chirurgie. Les malades qui ont un risque hémorragique, parfois, même on fait des tests endoscopiques, il y a un risque hémorragique. Dans deux cas, on peut avoir, dans deux possibilités, peuvent avoir à la proposer l'état clinique du patient. On passe soit vers une chirurgie qui va alors consister à une fermeture chirurgicale de l'ulcère, soit ablation de la partie de l'estomac qui saigne. Soit on fait une embolisation par radiologie interventionnelle, c'est une technique qui permet de fermer un ou plusieurs vaisseaux sanguins. C'est ça la technique qui peut arrêter l'hémorragie en urgence. La néoplasie, un ulcère gastrique, on a dit, et toujours on suspecte la néoplasie, donc ce qu'on appelle un ulcérocancer. Donc on doit faire des biopsies, puisqu'un tout ulcère gastrique il est suspect jusqu'à preuve de contraire. C'est pour ça qu'on doit faire des biopsies pour rechercher cette néoplasie. L'ulcère duodénal ne devient jamais cancer. Le traitement, on termine par le traitement. Devant le traitement, toujours le but de traitement, pourquoi on traite. Donc, le but, c'est d'améliorer les symptômes, accélérer la cicatrisation de l'ulcère et prévenir surtout les récidives et les rechutes et les complications. C'est ça le but. Donc, on a trois buts essentiels. Quels sont les moyens, comment on traite? Donc, les moyens, on commence toujours par les règles hygiéno-diététiques. D'abord, il faut arrêter de fumer, donc supprimer le tabac, au moins de 5 cigarettes par jour, supprimer les médicaments gastrotoxiques, surtout les anti-inflammatoires non stéroïdiens, sauf s'il y a une indication, éviter le stress et les aliments qui augmentent l'hypersécrétion gastrique acide, surtout le café, les épices, le poisson, l'acide,
Déconseiller le jeûne pendant le ramadan, surtout pendant la poussée, si la maladie ulcéreuse elle est active. Quels sont les traitements? On a les traitements antisécrétoires, on a deux familles. On a ce qu'on appelle les antagonistes des récepteurs H2 à l'histamine, qui inhibent la sécrétion acide en bloquant de façon sélective les récepteurs H2 de l'histamine des cellules pariétales de la muqueuse gastrique. On a la simiditine, la ranitidine, la famotidine et la nizatidine. La seule prise avant le dîner entraîne une réduction de l'acidité inoxine dans 90%. Une cicatrisation en 4 semaines dans 70% des cas. La deuxième famille, c'est les inhibiteurs de la pompe à protons. Les inhibiteurs à pompe à protons, ce qu'on appelle les EPP, ils bloquent l'activité de l'enzyme H+K+ ATPase, ultime maillot du processus sécrétoire de l'acide ACL, qui permet la sécrétion des ions H+ au milieu intracellulaire vers le milieu gastrique. Les différentes molécules, on a l'oméprazole à 20 mg, l'enzoprazole à 30 mg, le pantoprazole à 40, et la dernière famille, c'est l'ésoméprazole, qu'on appelle le Nexium. Troisième famille, c'est les protecteurs de la muqueuse. En dose inutilisée en thérapeutique, elles ont également un effet antisécrétoire avec un effet cytoprotecteur. Et contre-indication, surtout chez la femme enceinte, et il peut entraîner une diarrhée dans 10%. Voici les différentes molécules. Donc, les antihistaminiques, les antagonistes de l'histamine H, elles se viennent dans les cellules pariétales. Et la pompe à proton, donc elle fait entrer l'H+, et d'entrer le K+, il faut sortir l'H+, en intracellulaire. Traitement d'éradication de l'HP. L'HP, c'est une bactérie, donc c'est une bacille gram négative. Donc, on traitait par quoi? Par les antibiotiques, bien sûr. Le traitement de première attention de la maladie ulcéreuse en présence d'HP, elle va diminuer le risque de récidive à long terme. Elle est recommandée s'il y a présence de l'HP. Donc, on ne traite pas automatiquement l'HP, sauf s'il y a présence d'infection. Donc, on doit en chercher l'HP. Avec un contrôle de l'éradication à l'issue du traitement. N'est pas systématique que s'il y a persistance des symptômes, antécédents de tentatives d'éradication, antécédents de complications de la maladie ulcéreuse, ou présence de facteurs de risque, à savoir les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les anticoagulants, ou présence de maladies ulcéreuses gastriques. Le contrôle se fait par quoi? Le contrôle de l'éradication se fait par quoi? Soit par les tests respiratoires 4 à 6 semaines après la fin du traitement, donc 4 traitements bien sûr par les antibiotiques. À défaut, on fait des biopsies. On fait des biopsies, on cherche l'HP au niveau des fragments biopsiques. Traitement chirurgical. Les différents traitements chirurgicaux, on a les vacotomies. Les vacotomies, ça veut dire que c'est le nerf vague, c'est le nerf 10. On fait la dénervation des nerfs vagues. Donc, on supprime la commande du vague pour supprimer la sécrétion gastrique acide. On a différentes chirurgies. On a ce qu'on appelle la vacotomie tronculaire. Donc, on va enlever le tronc, le vague, qui va entraîner la dénervation totale de l'estomac. Donc, tout l'estomac va être dénervé. Donc, il va être dénervé, donc il n'y a pas d'énervation de l'estomac. Et surtout, dénervation des viscères nécessaires aux gestes de drainage. Donc, on doit faire un geste de drainage par quoi? Soit on fait une pyloroplastie associée, soit on fait un GEA. Et un GEA, c'est la gastro-entéro-anastomose. Donc, on doit faire un geste de drainage, sinon on va avoir un estomac plein, fermé comme ça, puisque l'estomac, elle est dénervée, puisqu'elle est paralysée, elle ne fonctionne pas. Une dénervation totale de l'estomac, surtout l'antre, puisque l'antre, c'est l'organe qui fait la vidange gastrique, c'est le rôle moteur de l'estomac, elle va être dénervée. Si on dénerve l'antre, ça veut dire qu'on ne peut pas faire le drainage. Donc, le seul moyen, c'est la pyloroplastie ou un GEA. Un GEA, ça veut dire qu'on fait une anastomose entre l'estomac et l'intestin directement pour éviter la sténose d'origine pylorique, duodénale. La vacotomie, on peut faire une vacotomie plus sélective, donc on fait la dénervation de l'estomac en respectant les rameaux hépatobiliaires et intestinales. Ici, le jet de drainage persiste, puisqu'il y a la dénervation de l'estomac également.
Donc, un pyloroplastie et un GA est nécessaire. Par contre, la vacotomie, la vacotomie hypersélective ou suprasélective, c'est la dénervation de la zone de la sécrétion acide, ce qu'on appelle le fundus, qui entraîne la sécrétion acide. Donc, on fait une dénervation de le fundus et on préserve l'innervation de l'antre. L'innervation de l'antre qui entraîne la motricité. Donc, on préserve la contraction de l'estomac. Donc, l'estomac, elle fonctionne toujours. Ici, elle ne nécessite pas un geste de drainage. Donc, la meilleure technique, pour moi, c'est la vacuotomie suprasélective. Mais la vacuotomie suprasélective, généralement, c'est une intervention qui ne se fait pas dans le cadre de l'urgence. Elle se fait de manière un petit peu en dehors de l'urgence. L'intervention de Taylor, c'est la même chose que la vacuotomie suprasélective, mais c'est une vacuotomie postérieure, associée à une séromyotomie phendique antérieure. Séromyotomie, donc on ouvre séro, ça veut dire la cirrhose, la myo, c'est le muscle, tomie, ça veut dire on ouvre la partie musculaire du fundus antérieure et on laisse l'antre sur place. Donc ici également, elle ne nécessite pas le geste de drainage. La gastrotomie, on a une ulcère gastrique, une gastrectomie des 2/3, en portant les 2/3 de l'estomac avec une pylore, le pylore les premiers centimètres du duodenum. Elle permet de supprimer la sécrétion de la gastrine. Donc, et on aura une diminution de la masse du cellule pariétale, donc une diminution de la sécrétion gastrique acide. On peut faire une entérectomie sulcère et antrale, qui doit être toujours associée à une vacuotomie tronculaire, une vacuotomie sélective pour éviter, bien sûr, l'ulcère anostomotique, avec rétablissement en continuité, soit type pylorode 1, avec un stomose gastro-duodénal, ou pylorode 2, un stomose gastro-jejunal, sur une partie, en portant une partie de tronche de la section gastrique. L'intervention de Bolia, avec un stomose gastro-jejunal sur toute la tranche de la section gastrique. Ça, c'est différentes parties de l'ulcère gastrique. Les indications, donc quand est-ce qu'on fait les indications de traitement? La maladie ulcéreuse duodénale non compliquée en poussée, donc on fait un traitement d'éradication pendant 14 jours par 2 antibiotiques, en première attention, et poursuivi les antisécrétoires pendant 14 jours. Donc on traite l'antibiotique 14 jours avec les avec les EPP ou les antisécrétoires pendant 14 jours et on poursuit les antisécrétoires seuls pendant 14 jours. Donc, c'est un traitement d'un mois. Ça, pour la maladie ulcéreuse duodénale avec HP non compliqué. Pour la maladie ulcéreuse liée aux anti-inflammatoires, donc liée aux prises d'anti-inflammatoires, on doit arrêter les anti-inflammatoires, prescrire les antisécrétoires pendant 4 semaines sans contrôle endoscopique si le patient est asymptomatique. Si arrêt des anti-inflammatoires est impossible, donc le malade nécessite des anti-inflammatoires, on peut donner les antisécrétoires, surtout les EPP, à 20 mg jusqu'à l'arrêt des anti-inflammatoires. Donc le traitement, c'est à long cours par les EPP à long cours. Fibroscopie, 4 à 8 semaines après traitement. La maladie ulcéreuse liée à l'HP et liée à l'anti-inflammatoire non thyroïdien, donc on doit faire les 3 traitements, éradication de l'HP, poursuivre le traitement antisécrétoire pendant toute la durée du traitement des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Pour la maladie ulcéreuse duodénale autour des poussées, donc présence d'HP, il faut éradiquer. HP négatif et patient asymptomatique, pas de traitement, entretien. Les indications de la chirurgie, quand est-ce qu'on fait la chirurgie? Donc, s'il y a un échec de traitement médical, si la poussée elle est invalidante, donc le malade fait plusieurs poussées par an, donc elle devient invalidante pour le malade, ou présence de poussées pluriannuelles sous traitement d'entretien. Malgré le traitement d'entretien, le malade fait des poussées. Ici, c'est l'indication de la chirurgie. La maladie ulcéreuse gastrique, pour la maladie ulcéreuse gastrique non compliquée en poussée, il faut rechercher, bien sûr, une néoplasie. Donc, les biopsies sont obligatoires sur les berges de l'ulcère. Donc, on doit faire des biopsies, surtout à la recherche de l'HP. Pour la maladie ulcéreuse gastrique liée à l'HP, donc on fait l'éradication à l'HP. Les antisécrétoires poursuivis 3 à 4 semaines après le traitement d'éradication. Et une fibroscopie de contrôle 4 à 6 semaines après la fin du traitement, avec contrôle d'éradication de l'HP
et recherche la bénignité de la maladie ulcéreuse gastrique. Si le patient est asymptomatique, avec guérison de l'infection HP et de la maladie ulcéreuse gastrique, est bénigne, ici, c'est l'abstention de traitement. S'il n'y a pas de traitement de guérison, il n'y a pas de guérison malgré le traitement, on peut faire le deuxième traitement d'éradication avec contrôle d'éradication par biopsie ou par les tests respiratoires. S'il y a persistance de celle-ci, malgré après traitement de semaines, on passe la main à la chirurgie. Donc, la maladie ulcéreuse gastrique liée aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, on doit arrêter, comme la maladie ulcéreuse pour le duodénum, prescrire les antisécrétoires pendant 4 à 6 semaines et faire une fibroscopie pour le contrôle de la bénignité et contrôle de la cicatrisation des lésions. Si l'arrêt des anti-inflammatoires est impossible, poursuivre le traitement des antisécrétoires jusqu'à l'arrêt des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Quelle est l'indication de la chirurgie pour le ulcère gastrique? En absence de cicatrisation après 2 semaines de traitement médical, si présence des lésions de dysplasie sévère, s'il y a récidive très fréquente. C'est ça les indications de la chirurgie, surtout pour l'ulcère non compliqué. Pour l'ulcère compliqué, on a vu tout à l'heure, ça c'est pour l'indication de la chirurgie pour les trucs non compliqués. Bon, le cours est terminé. Bon, s'il y a des questions. Bon, je ne vois pas de questions. Bon, il y a une question. Comment on se protège contre les compacteurs? Bon, les compacteurs pylorés, c'est une bacille gram-négative qui se colonise au niveau. Bon.
qui se collisent au niveau de l'estomac. Donc, bon, les compacteurs sont passés gram négatif. Donc, quand on est traité par les antibiotiques, généralement, on donne deux antibiotiques, on donne l'amoxicilline et on donne le flagelle comme traitement de première attention. On donne l'amoxicilline 2 grammes et on donne le flagelle 1 gramme pendant 14 jours et avec un EPP en double dose. Ça veut dire qu'on donne 20 mg fois 2 pendant 14 jours. Après le 14e jour, on passe aux EPP seuls. Donc, on donne les EPP seuls 20 mg pendant 14 jours. C'est ça le traitement de première attention. Deuxième question, bon, il y a une question Facebook qui parle quelle est le plus fréquente entre l'ulcère gastrique et l'ulcère duodénal. On a parlé, l'ulcère duodénal est plus fréquente que l'ulcère gastrique. Ou l'ulcère gastrique est plus grave, le plus grave, pour l'ulcère gastrique, on a peur beaucoup plus de la néoplasie. On a peur toujours de la néoplasie. C'est pour ça que toute ulcère gastrique, on doit faire des biopsies pour éliminer néoplasique. L'ulcère duodénal, il est toujours bénin. Il est toujours bénin. Bon. Comment on cherche l'HP? Comment on cherche l'HP, les compacteurs pylori, soit on cherche par le test respiratoire, surtout pour la recherche de l'éradication. Si on veut pas refaire la fibroscopie, on fait par les tests respiratoires. Et les tests respiratoires on demande au malade de faire le test respiratoire, le pré-test qu'on appelle, et on cherche l'HP, puisque l'HP il produit de l'ammoniac. L'excès de l'ammoniac se transforme en urée et il y a ce qu'on appelle ces tests qui vont montrer une augmentation de la quantité de l'urée au niveau de la sécrétion. Donc, les tests seront positifs. Soit par la biopsie. Donc, la biopsie va montrer la présence de l'HP au niveau de la fragment biopsique. Bon, il y a une question que je n'ai pas compris, le geste de drainage. Le geste de drainage, un gastro-entérostomose. L'estomac, le rôle de l'estomac, l'estomac sur le plan physiologique a un double rôle. Un rôle sécrétoire et un rôle motrice. Le rôle sécrétoire est assuré par le fundus, donc le fundus entraîne la sécrétion de l'acide, H+, et le rôle motrice, c'est l'antre, c'est la partie verticale. La partie horizontale, verticale, c'est le fundus, la partie horizontale, c'est l'antre. S'il y a une dénervation de l'antre, donc l'antre ne se contracte pas, donc il n'y aura pas un vidange. Il n'y aura pas un vidange, donc l'estomac sera rempli par des aliments. Donc, ici, si on fait un vacotomie, le vacotomie va dénerver le fundus, il va dénerver il va dénerver l'antre. Donc, la dénervation du fundus, donc c'est bien, donc il n'y aura pas de sécrétion acide, mais le problème, il y a une dénervation de l'antre. Donc, l'antre ne va pas, il ne va pas, comment dire, il ne peut pas se contracter. Donc, le geste de drainage, il est obligatoire. Soit on fait un pyloroplastique, donc on doit ouvrir le pylore, soit on fait un geste de drainage, ça veut dire on fait un GA, ça veut dire on va chanter l'estomac directement avec l'intestin. C'est ce qu'on appelle le GA, gastro-entéro-anastomose. Bon. Est-ce que le malade peut guérir définitivement de l'ulcère? Bien sûr, on peut guérir si le malade est bien pris en charge, si on traite bien l'ulcère, si on traite bien l'HPC, si c'est présence des antiinflammatoires, surtout si la présence de l'hélicobactère, le malade peut guérir. Et la guérison maintenant est jusqu'à 90% des cas. Bon, si on cherche d'autres questions, si on trouve des questions.
Bon, il y a une question qui n'a pas compris sténose tardive. Bon, en cas de sténose pylorique, les vomissements sont tardifs. Les vomissements sont tardifs dans les sténoses d'origine duodénale. C'est pas comme les sténoses d'origine gastrique ou œsophagéenne. Les vomissements sont précoces. Les vomissements d'origine duodénale, les vomissements sont tardifs. Ça ne vient pas rapidement, de manière un quart d'heure ou 5 minutes, 10 minutes, ils ne sont pas précoces, ils sont tardifs. Donc, c'est des aliments qui persistent dans l'estomac, parce que l'estomac, à fur et à mesure, elle va devenir ce qu'on appelle une hypergastrique, donc un grand estomac, parce que c'est la sténose, elle va devenir paralysée, comme on a l'habitude de voir, elle va devenir akinétique, un estomac akinétique qui ne fonctionne pas, elle va devenir comme un sachet, donc les vomissements vont devenir très tardifs, il peut y avoir 2 heures, 3 heures, des fois plus. C'est pour ça les vomissements d'une sténose duodénale, c'est des vomissements généralement tardifs et malodorants, donc bon, je pense que c'est tout ce qu'il y a comme question. Est-ce qu'on peut prévenir, on peut faire prévenir de la prévention de l'HP? Bon, il n'y a pas de prévention. Bon, la prévention de l'HP, bon, si on doit chercher, bon, on fait l'éradication de l'HP, on fait l'éradication, mais après l'éradication, on doit contrôler, soit par les tests respiratoires, soit avec le pré-test, ou par la biopsie. Mais s'il est négatif, tant mieux. S'il est toujours positif, on peut passer à deuxième attention. S'il est négatif, tant mieux. Donc, mais il y a risque toujours de récidive. Il y a toujours de récidive. Mais on ne peut pas prévenir. On ne peut pas prévenir. On ne peut pas donner un traitement antibiotique pour prévenir l'infection. L'infection peut survenir à n'importe quel moment. C'est pour ça qu'on peut traiter, retraiter, et chaque fois on cherche. Bon, on termine. Merci pour votre attention. Merci. À la prochaine. À la prochaine, Inch'Allah. Merci, docteur.